Donc c'est la 11e édition du Festival de Montreuil qui touche à sa fin, puisque la clôture c'est demain. Nous avions une compétition de 12 longs-métrages, un panorama de la création locale de courts-métrages, on avait un focus sur les inédits de l'aide au cinéma du monde, une section jeune public et un invité d'honneur que je vous présente, mais que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Luc Moulet. Et je pense que le son va arriver, parce que je vois l'image venir. Alors, est-ce que... Ah, voilà. Donc, Luc Moulet qui est critique de cinéma, cinéaste, acteur de ses propres films, qui est un homme à l'inventivité sans pareil. Et donc, je suis ravi que vous soyez là en ce lundi fin d'après-midi pour découvrir son premier long métrage, Brigitte et Brigitte, un film de 1965. Donc, c'est un peu une programmation à rebours, puisque deux de ces longs métrages un petit peu plus connus ont été diffusés mercredi soir et samedi soir, Genèse d'un repas, Anatomie d'un rapport. Là, on est dans son œuvre de pure fiction, dans une tradition, voilà, des films et des cinéastes, des premiers films des cinéastes de la nouvelle vague de l'époque. Et donc, à cette première échappée dans Paris de ces deux jeunes femmes qui se ressemblent en beaucoup de points, succédera Les Contrebandières, un film que nous présenterons demain à 18 h, et en présence cette fois-ci de Luc Moulet, qui du coup n'est pas là aujourd'hui. Il avait prévenu qu'il ne serait pas là, il est lui-même en train d'assister à la projection du film de Ken Loach, puisque les cinéastes s'apprécient également entre eux, et donc il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais sera là demain. Alors, pour pallier son absence, j'ai décidé de vous lire quelques passages succincts de son autobiographie, intitulée Mémoire d'une savonnette indocile, où il revient sur la réalisation de Brigitte et Brigitte. Alors, je démarre. Faute de nouveaux réalisateurs-producteurs à cajoler, je devins mon propre producteur. Contrairement aux idées reçues, pour un cinéaste, devenir producteur, c'est un point de départ et pas du tout le sommet de la réussite. On est producteur quand on ne trouve personne pour vous produire. À l'apogée de votre carrière, quand on est connu, on se dégote plus facilement un producteur. C'est Renoir qui disait « J'ai commencé par payer pour tourner et ensuite on m'a payé ». Donc ça, c'est, je pense, assez important de savoir, et vous allez voir, il précise les conditions économiques de tournage de Brigitte et Brigitte. Non content de tourner le film le moins cher de l'année, 56 874 francs, 400 000 pour les 400 coups ou à bout de souffle, à titre de comparaison. J'allais en plus le tourner, non pas en appartement, comme tous les copains, mais en studio. Le grand luxe. C'était un petit studio, au 2e étage d'un immeuble de la rue Bouffon, avec un seul WC qui fut inaccessible 2 jours durant, mon frère en ayant par mégarde piqué la clé, avec un pilier central fort gênant et un seul électromachiniste. Les décors venaient presque tous de ma studette. Quand mon lit était dans le studio, je devais coucher par terre chez moi avec un duvet. Au budget final, il n'y eut que 200 francs d'accessoires, le prix d'une petite télé. Lorsque le champ filmé était vaste, par exemple un amphi en Sorbonne, on restait en plan très serré sur les 2 actrices et leurs bancs, comme chez Edgar G. Ulmer. Mon décorateur, Bernard Pinon, fit des merveilles. Le tournage, c'était du 12h-20h pour ne pas payer le repas de midi aux collaborateurs. Ah, les délicieux steaks de 11h. Le tournage se déroula dans une bonne ambiance avec Françoise Vatel, bien sûr, et Colette Descombes, vue dans les nymphètes de Zaphiratos au ciné-sexy de l'époque, le midi-minuit sur les grands boulevards. J'y avais aussi découvert Françoise, héroïne des premiers outrages de Gourguet, et Monique Thirier, la star de L'Enfer sur la plage de Benazéraf, qui devint celle des Contrebandières, que vous verrez demain. Il y avait aussi, je me répète, Claude Melky, encore peu connu, mais qui était le meilleur acteur de l'époque, omniprésent chez son Pygmalion, Jean-Daniel Paulet. Il changeait son texte à chaque prise, ainsi que ses gestes et déplacements, fureur de la script. Une figure prolétarienne et maghrébine, valorisée par une invention permanente et un comique sans emprunt aucun. Brigitte et Brigitte s'est tournée de façon très libre. On était allé un jour filmer dans un amphi de la Sorbonne, sans demander d'autorisation, durant la pause entre 2 profs, de 10h57 à 11h03. Je suis allé m'asseoir en chaire, débitant un texte riche en âneries universitaires, tandis qu'au balcon, mon opérateur filmait mes actrices en premier plan,
avec moi en fond de champ, suivant des instructions que j'avais données au préalable, sans que personne ne s'aperçoive qu'on tournait. Je fus intercepté à la sortie, mais le plan était dans la boîte. Pour tous les extérieurs, jamais nous ne demandâmes d'autorisation. Je crois que vous commencez à saisir un petit peu l'ambiance du tournage de Brigitte et Brigitte. Et si vous êtes d'accord, je vous lis un dernier extrait, pas très long, ensuite je vous laisse avec le film. Pour revenir aux chiffres, vous avez eu les chiffres du budget du film, je vais vous donner les chiffres du box-office de Brigitte et Brigitte. Ce fut un succès commercial, 29 084 entrées en France, dont 18 861 à Paris grâce à l'aide des cahiers du cinéma. Mieux que Porgy and Bess, un record que 53 ans après, je n'ai jamais battu. Ce qui explique aussi peut-être voilà, que vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ce qui est pas mal, compte tenu du nombre global des entrées de ce film. Un succès non pas tellement en soi, la Grande Vadrouille allait toucher 17 millions de spectateurs, mais lié au faible coût du film. 122 000 francs de recettes nettes pour 56 000 de coûts. Mon plus grand triomphe, du moins si l'on se fie aux chiffres, et donc ce film sur lequel je suis assez sceptique. Moi, je préfère un cinéma plus poli. C'est l'éternelle quête du standard qui séduit un marginal comme moi, un alpin autiste apraxique. Mon rêve secret, c'était d'épouser une ouvrière de chez Renault. Je revendique volontiers le travail sur le plan séquence, la vision frontale des personnages et des situations, l'intrusion du film dans le film. Donc vous allez voir les projecteurs dans le champ et les caméos amicaux de Fuller, Romer, Chabrol et Échiné. Il y a quand même des têtes connues et connues. D'ailleurs, ce qui fait le plus rire, c'est le cinéphile qui avoue « Mon plus grand désir, c'est de mourir en projection » lorsque le public entend ça dans un cinéma. L'exposé des significations à travers le dialogue est une forme de franchise que j'apprécie. Et là, ici, Guitry, Pagnol, Romer, Straub, Bergman, c'est un fin cinéphile. Mais j'aurais préféré une expression moins littérale, plus visuelle, plus détournée. Avec le dialogue, le commentaire, on peut tout affirmer, alors que l'image, elle, peut plus difficilement mentir. Issu de la critique, je suis plus doué à l'écrit. L'expression par l'image seule se révèle moins facile pour moi. C'est pourquoi je saute de joie. Irkokian Zygmundi Zebetarat Orkotos, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand j'arrive à ôter quelques lignes de dialogue, un auteur, c'est celui qui ôte. J'allais m'orienter ensuite vers ce laconisme. Je trouvais ça bien de m'arrêter sur laconisme. Voilà, merci pour votre écoute. Donc ce n'est pas le film préféré de son auteur, mais je vous assure que c'est un film drôlatique dans lequel moi je me suis bidonné en le découvrant, et donc je vous souhaite une très bonne projection et vous dis peut-être à demain si d'aventure vous voulez découvrir la suite des Contrebandières. Merci. Il y avait mon grand-père qui avait une école abandonnée dans les Hautes-Alpes, et j'ai mis mon siège social là. Je l'ai transporté ensuite au village à côté qui était en ruine, et puis un deuxième village. Donc je me suis dit quand même il faudrait que je tourne un peu là-bas. Et puis ça m'intéressait parce que je connaissais très bien la région, les Hautes-Alpes et les Basses-Alpes. Et c'est parti comme ça. En fait, c'est la problématique, la capitale, Paris, ou la nature, les Alpes. C'est un thème qu'on retrouve un peu sous des formes différentes chez Murnau, avec l'Aurore, où il y a la femme de la ville et la femme de la campagne. Il y a, et puis dans City-Girl aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, la bru ou l'intruse. Enfin, les Français s'oublient. Il y avait Bozegui aussi qui suivait l'itinéraire en 1929, il avait fait un film sur l'itinéraire d'un homme qui sautait sans cesse de la ville à la campagne, et King Vidor avec
notre pain quotidien, notamment, et puis un peu Ruby Gentry. Donc j'étais partagé parce que j'habitais Paris, ce qui me servait pour monter des films, écrire sur les films, et puis la montagne qui me plaisait beaucoup plus. Donc il y avait une alternance toujours continue. De même, il y a dans les contrebandières, il y a deux femmes, toujours le binôme, hein, qui est très différente, qui sont contrebandières. C'est aussi le thème cher à Godard et Truffaut, qui était souvent une femme entre deux hommes. Pour une femme et une femme, et puis pour Jules Jim, je veux dire, et puis pour Godard, avec une femme et une femme, notamment. Et puis Romer aussi, ça a souvent été deux femmes, Céline et Julie chez Rivette, et puis Renette et Mirabel, un autre film. C'était un thème fréquent. C'était un peu hérité de Les hommes préfèrent les blondes. On mettait deux belles filles dans le champ et ça partait là-dessus. Alors, c'était un film assez déconcertant parce que je l'avais défini comme un essai de pleine et chaleureuse restitution du potentiel ludique inhérent à l'unanimité des faits et pensées. C'est un titre assez prétentieux, mais qui correspond aussi au film. J'avais aussi défini comme le meilleur film de Rob Grillet. C'est une forme de modestie, puisque pour moi, Rob Grillet était le pire réalisateur français. Qui vous a quand même remis un prix pour Brigitte et Brigitte. Oui, il était un peu forcé, il était bien emmerdé parce que le jury était assez pour, et lui détestait le film, autant que je détestais les siens. Mais enfin, il y a un film qui a eu le Grand Prix, Les Cœurs Verts, qui est tout à fait oublié d'ailleurs, et qui ne faisait pas sans qualité. Et c'est un thème fréquent aussi. Ça, les deux filles dans le système Zygmondi qui gravissent une montagne, une alpiniste et l'autre assez dilettante. Donc, comme ça, on survole, dans ce film, on survole tout. C'était un peu un film fait par un habitant de Sirius, si tant est qu'il y ait des habitants à Sirius. Mais enfin, je m'identifiais assez aux habitants de Sirius, supposés. Donc, je voguais sur beaucoup de sujets. Et il y a beaucoup de thèmes qui sont évoqués au cours du film. Donc, sur l'existence, la politique, le travail, et qui était empreint tout à fait de fantaisie. Mes modèles, c'était les films de Ben Turpin, que vous avez peut-être oublié, un comique du muet. Et puis, il y a... Pardon ? Il louchait. Oui, c'est ça. Et le film du frère Mekas, Adolphus Mekas, qui avait fait Hallelujah the Hills, et un film qui est paru sous le titre Western en français, The Double Barrel Detective Story. C'était des références que je pouvais donner. Il y a aussi beaucoup d'emprunts dans le film que vous ne verrez peut-être pas, à Buñuel, à Bergman, un hommage au Straume, et puis beaucoup d'autres encore. Et vous dites que souvent les cinéastes construisent leur film contre le précédent.
Est-ce que c'était le cas là, dans votre duo féminin par rapport à celui de Brigitte et Brigitte? Oui, bien sûr, parce que Brigitte et Brigitte était un film d'intérieur, tourné en studio à Paris, et celui-là était pratiquement, presque totalement tourné en extérieur. C'était assez avantageux parce que j'avais eu des problèmes. Vous savez quelles sont les vedettes dans le cinéma? On pense que ce sont les acteurs, mais en fait, ceux qui touchent le plus d'argent, c'est les électriciens et les machinistes. Alors, sur un film que j'ai produit, l'électricien gagnait plus de fric que Jeanne Moreau. C'est assez paradoxal, mais ça arrivait assez souvent, hein, pour les films d'auteur à petit budget. Et donc, j'ai fonctionné là-dessus, pas de lumière pratiquement. J'avais pour des scènes qui étaient un peu denses, obscures, j'avais de la pellicule qui s'appelait à l'époque 4X et qui servait. Bon, voilà ce que je peux dire. C'est un film qui a été accueilli très diversement. Je me souviens que Rivette l'avait mis dans les 10 meilleurs films de l'année, et Ex-Aequo avec 2001. Il y a des petites différences entre les deux films, vous remarquerez. Et puis, mon distributeur américain avait été assez enthousiaste en voyant le film, et à la sortie de la projection, il a sorti son carnet de chèques. C'était pas beaucoup, mais enfin bon. Ce qui fait que, bon, c'est un film qui a mieux marché aux États-Unis qu'en France. Je crois qu'il a fait 4000 entrées en France et 7000 aux États-Unis. Par contre, Truffaut n'aimait pas le film. Il aimait bien la séquence d'anthologie où il y avait sur une vire rocheuse taillée dans la paroi, il y avait des allées et venues des contrebandiers et des contrebandières et des policiers. Et j'avais montré successivement 3 options pour la scène à faire, qui en général se fait pas. On donne qu'une seule option. Bon, il y en a d'autres qui ont fait de même. Je crois qu'ils ne connaissaient pas le film d'ailleurs. C'est René, Smoking No Smoking, notamment L'amour à mort, et puis un film de Kieslowski, je ne sais plus le titre, c'est un des 10 péchés originaux, où il y a une histoire dans une histoire, ça part d'un quai de gare et il se passe des choses très différentes. Je vois le fait que quelqu'un prenne le train ou ne le prenne pas. Pardon? Le hasard. Oui, le hasard, c'est ça, oui. Donc, Truffaut n'aimait pas le film, mais il aimait beaucoup cette scène d'anthologie. Il y en a quelques autres. Le film est assez inégal, d'ailleurs. Et voilà ce que je peux vous dire. Alors, il y avait des oppositions féroces. Il y avait aussi Tavernier qui était très contre le film. C'était pas du tout sa ligne cinématographique. Et donc, il y avait les pour et les contre. J'ai souvent trouvé ça au cours de ma vie. C'est un de vos seuls films qui, par ailleurs, a été vendu à la télévision aussi. Non, il a été vendu à la télévision, d'accord. Mais il a été vendu 41 ans après le tournage. Donc il est un peu déficitaire, et puis je crois qu'il est devenu bénéficiaire, enfin je sais pas, parce qu'avec la variation du cours de l'argent et les euros et les francs, c'est difficile de s'y retrouver. Enfin, apparemment, ça rapportait à peu près autant que le coût du film, qui est donc devenu bénéficiaire en principe au bout de 41 ans. Félicitations. Et peut-être vous mentionniez
les emprunts qui ont pu être faits, enfin, même si peut-être les gens ne connaissaient pas votre film par rapport au fait de montrer différentes options, moi j'aimerais, juste avant de démarrer le film, que vous nous parliez de vos emprunts, à la fois en termes de son, dans Les Contrebandières, et des emprunts aussi de matériel que vous avez pu faire, parce que c'est un film qui s'est fait aussi, on parlait de hasard, avec l'intervention de... Vous avez pu faire des plans en avion ou en hélicoptère. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, bah, j'étais dans les Alpes, et il y avait un feu au mois d'août, à 30 km de là. Et puis j'y suis allé, j'ai dit aux pompiers que je tournais un film sur leur travail. Et j'ai fait monter mon opérateur dans l'hélico, et il a pu filmer les deux contrebandières dans la nature. Comme ça, le tournage en avion pas trop cher. Et puis, sur le son, vous avez emprunté des chutes, non? Des chutes sonores de films de guerre. Ah oui, oui. J'ai bousillé une bande sonore d'un film à grand spectacle pendant qu'il y avait une fille qui se brossait, qui se peignait. Ça a duré 1 minute ou plus. Donc il y avait un contraste très amusant. Donc la fille totalement indifférente et un déluge de bruit. C'était venu parce que mon actrice s'était lavé les cheveux la veille et mis des bigoudis. Et les bigoudis, la forme des bigoudis était restée. Donc il a fallu que je modifie mon scénario pour ne pas perdre une journée de tournage et qui explique son changement. Donc souvent le hasard fait bien les choses. D'ailleurs c'était un film assez simple puisque en fait le scénario c'était une suite de séquences qui faisait 6 pages et puis chaque jour j'avais je me dis on fait telle séquence et puis je créais les dialogues comme ça à l'improviste et puis j'ai surtout il y a une certaine tendance, ce que j'appelle la dislocation, c'est difficile à dire, c'est qu'on saute tantôt d'un lieu à l'autre. Par exemple, on est en plein désert, il y a une petite maison rustique, on rentre, et puis il y a un frigidaire dedans. Et mieux, on saute des gorges du Verdon, des basses gorges du Verdon qui aujourd'hui sont noyées, insensiblement à l'Atlantique et à Boulogne-sur-Mer, où mon actrice arrive comme une Charlotte, un hommage à Chaplin, à bord de son petit canot dans le port de Boulogne. Il ne faut pas qu'on leur dise toutes les dislocations qui se produisent dans Les Contrebandières. Peut-être et juste avant de terminer, en termes de dislocation aussi, vous avez post-synchronisé toutes les voix et voire même fait doubler par d'autres personnes les voix de certaines de vos acteurs. Oui, à l'époque, ça coûtait très cher de faire du 35 mm sonore. Il y avait peu de caméras. Ça a été possible ensuite avec le 16 mm et la caméra coûtant. Et donc, presque tous les premiers films dits Nouvelle Vague étaient faits avec post-synchronisation. Et donc, il y a pas mal de commentaires off et quelques voix. Et puis, comme mon actrice Monique Thirier, ça allait bien à l'image, c'était un mannequin. Et par contre, ça allait pas du tout avec sa voix. Donc, il y avait une voix à laquelle j'avais pensé que vous ne reconnaîtrez peut-être pas, qui était celle de Marie-France Pizier, qui lui convenait beaucoup mieux. Il y a des
choses comme ça. Souvent, on faisait des doublages avec d'autres acteurs à la place des acteurs à la présence physique. Et avant qu'on lance le film, est-ce que c'est vrai que c'est un de vos films que vous préférez? Oui, enfin, il a un peu vieilli. Enfin, il y a des scènes qui sont ratées, mais il y a des scènes qui sont tout à fait étonnantes, surtout à la fin. Tout ce qui est sur le transport de la drogue, fume. J'avais été initié à la drogue par une réalisatrice américaine et je me suis servi de cette expérience. Est-ce qu'on les laisse maintenant découvrir oui. les contrebandières? Et un mot pour dire aussi, remercier Gaël Técher, votre distributeur aujourd'hui, en tout cas, avec La Traverse, qui a contribué à la restauration de tous vos films et dont la ressortie est prévue pour... Le 2 février, non 31 janvier, c'est rapproché. 31 janvier 2024, voilà. Qui est aussi un distributeur de Montreuil. Oui. Il a son siège social à 150 mètres d'ici à peu près. Ce qui rend le trajet compliqué. Et puis voilà, si j'ai ce livre à la main qui est le vôtre, qui est votre autobiographie, vos mémoires en tout cas, mémoire d'une savonnette indocile, si vous avez envie d'en savoir davantage sur les autres films de Luc Moulet, de comprendre un petit peu le parcours et les gestes artistiques de celui qu'on a eu l'honneur d'avoir comme invité cette année, n'hésitez pas à vous procurer ou à le lire. Et un dernier mot pour vous, Luc Moulet, merci beaucoup d'avoir été présent tout au long de ce festival et d'avoir été aussi généreux avec nos spectatrices et spectateurs. Allez, bravo.